Je vous remercie d'être là. Je suis ravi moi aussi de venir visiter Bourges et de pouvoir venir vous parler un peu de mon travail, des choses que je peux faire et puis de préhistoire. Et là en particulier, je vais vous parler d'idées reçues sur la préhistoire, essayer d'avoir une approche un peu amusante parce qu'il y a quelques enfants, alors on va essayer d'être pour tous les publics. Moi je suis paléoanthropologue. Je travaille sur l'évolution humaine, sur les crânes d'hommes préhistoriques, comme celui qui est dans mes mains sur cette photo. C'est un vrai crâne de Néandertalien. Et je travaille au Musée de l'Homme à Paris, ce sont les photos que vous avez en bas. Et puis, j'ai écrit quelques livres, dont un, celui-là, 33 idées reçues sur la préhistoire, qui me sert dans cette présentation. C'est un peu le scénario que je vais suivre. Et puis, dedans, il y a des beaux dessins. Et quand on fait des présentations, c'est pratique d'avoir des beaux dessins pour montrer de chouettes images qui parlent aux gens. Donc pour commencer, évidemment, je vais vous parler un peu de mon métier, paléoanthropologue. Alors on en a toujours une image assez extraordinaire, on s'imagine des choses incroyables, surtout en ce moment, on n'arrête pas de parler d'Indiana Jones, parce qu'un des films vient de sortir, l'archéologue qui est plus rapide que tout, qui trouve un site archéologique en 5 minutes, qui prend quelque chose, qui s'enfuit, tout s'effondre, et puis il y a des militaires, etc. Bon, c'est pas tout à fait le vrai reflet de la réalité. Et puis il y a aussi une image qu'on a dans les séries américaines, ou dans toutes les séries en général, quand ils trouvent un reste humain, ils l'étudient, ils regardent 3 choses et en 2 minutes ils sont capables de nous dire qui c'était, d'où il venait, ce qui s'est passé, comment il est mort, l'âge qu'il avait, enfin c'est incroyable. Ils arrivent à faire ça en 42 minutes d'un épisode de série américaine. Évidemment, c'est un petit peu exagéré, il faut que ça tienne dans le film ou dans la série américaine. Nous, dans les faits, on n'est pas dans ce monde-là. On peut se dessiner à côté d'Indiana Jones, mais j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Et mon quotidien ne ressemble pas vraiment au sien, ce qui m'arrange, ce serait vraiment fatigant. En réalité, quand on fait des fouilles archéologiques, vous avez un exemple sur la photo du haut, c'est pas du tout le même procédé que ce cher Indy qui débarque à toute vitesse et qui sait exactement où il faut chercher. Nous, ça nous prend beaucoup plus de temps. Déjà, il faut trouver les bons endroits, il faut avoir l'autorisation de le faire, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de démarches. Et puis surtout, quand on fouille, ça prend énormément de temps. Parce qu'on fouille avec des pinceaux, des petits objets qui nous permettent d'enlever tout doucement le sédiment. Et même quand on trouve des restes humains, on fouille avec des petits objets en bois pour prendre aucun risque à être sûr qu'on n'abîme rien. Donc ça prend un temps infini. Et puis, on essaye de collecter toutes les informations, de mesurer tout ce qu'on peut, de récupérer plein d'objets. Mais évidemment, on trouve que les restes des humains préhistoriques dans les sites archéologiques. Que des tout petits bouts d'os, que des petits fragments, et pas le détail de tout ce qu'ils ont pu faire par le passé. Et on essaye de servir de ça pour se donner une image de leur passé. Alors on a aussi des équipements performants qui nous permettent de faire un petit peu comme dans Bones, mais en moins bien. Nos équipements, là vous avez un microtomographe, ça nous permet de faire de l'imagerie à très haute résolution. On a de l'imagerie qui va être des centaines de fois de meilleure qualité que ce qu'on peut faire avec un scanner médical. Et par exemple, l'image que vous avez en bas à droite, c'est l'intérieur d'un crâne d'un néandertalien dans lequel on zoome et on va voir son oreille interne. C'est ce qui permet de savoir comment sa tête est positionnée dans l'espace. Donc là, ça marche bien parce que c'est de l'imagerie, mais toutes les analyses ADN ou chimiques qu'on peut voir dans les séries américaines ou dont on entend parfois des articles qui disent on a trouvé l'ADN d'un fossile très ancien, c'est le plus complet jamais trouvé, c'est une nouvelle information, etc. En fait, ça marche la plupart du temps pas du tout. Pour la majorité des fossiles, on a très peu d'informations et ça reste vraiment exceptionnel encore ces découvertes-là avec ces techniques-là. Donc on est vraiment très loin de l'image d'Indiana Jones quand on fait de la préhistoire ou de l'archéologie ou des séries américaines. Une autre information importante, c'est remettre dans le temps l'histoire des humains préhistoriques. On en a des images parfois qui peuvent représenter plein de choses différentes. Alors dans certains musées aux États-Unis, il y a des humains représentés avec des dinosaures, des musées créationnistes qui proposent que les humains ont vécu en même temps que les dinosaures, que tout le monde vivait en même temps, parce qu'ils pensent que l'évolution n'existait pas et que tous les êtres ont été créés en même temps. C'est utilisé par d'autres personnes aussi pour essayer de discréditer l'évolution, mais même nous, dans notre langage courant, on a parfois des termes qui ne sont pas justes. On parle de fossiles vivants pour des animaux qu'on pense être là depuis très très longtemps, les crocodiles, les nautiles ou le sélacanthe. Comme si ces animaux étaient là depuis la préhistoire, n'avaient pas changé et avaient connu des êtres vivants avant les humains.
Et puis évidemment, on a des films où on voit des humains avec des dinosaures comme si c'était possible de les reconstituer, de les avoir aujourd'hui avec nous. Là, c'est Jurassic Park. Un problème surtout, c'est que c'est difficile d'imaginer ce temps très très long qui nous sépare des premiers humains et qui nous sépare aussi des dinosaures. Donc si on mélange un peu, on peut avoir l'impression que tout le monde était en même temps. En fait, le temps de la vie sur Terre, c'est très très long, ce sont des milliards d'années. Et si on remet ça à l'échelle d'une demi-journée de 12 heures, ou si on mettait sur 24 heures, la majeure partie de l'histoire de la vie concerne ces êtres vivants qui vivaient dans l'eau, il y a très longtemps. Puis ensuite, on a les grands reptiles et les dinosaures, c'est la partie en vert. Et puis la partie jaune, c'est la partie du quaternaire. Et à la fin, tertiaire et quaternaire, et une toute petite partie où il y a les humains. En fait, les dinosaures, si on met sur 12 heures, ils ont disparu il y a une dizaine de minutes. Et les humains, ils sont arrivés il y a 2 ou 3 minutes. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle de temps. On voit bien qu'il y a un écart, mais c'est aussi une histoire qui est très récente. C'est finalement il y a très très peu de temps. L'histoire de l'humanité, par rapport à l'échelle de la vie, c'est un tout petit moment sur la Terre. Quand on représente des dinosaures, évidemment dans les films, ce ne sont pas des vrais dinosaures, parce que dans Jurassic Park, même si l'histoire c'est qu'on arrive à recréer avec l'ADN des dinosaures, on n'y est pas encore arrivé. Et en réalité, on n'est pas près d'y arriver. On entend des entreprises aujourd'hui qui disent qu'ils vont essayer de reconstituer des animaux disparus. Il y en a une il n'y a pas très longtemps qui a dit qu'il voulait refaire le dodo. C'est une belle idée, c'est chouette d'essayer, mais il y a très très peu de chances que ça réussisse, même pour des espèces qui ont disparu il n'y a pas très très longtemps, parce qu'on ne retrouve jamais l'ADN complet, et puis de toute façon il y a toujours la difficulté de réussir à faire naître ces bébés. Donc encore plus pour des animaux comme les dinosaures qui ont disparu il y a très très longtemps. Dans le film, on a le scénario qui permet de truquer un peu et de dire on met des bouts de grenouille et puis on fait naître ça dans des laboratoires. En réalité, ça ne marcherait pas du tout, donc on n'est pas prêt de revoir des vrais dinosaures. En ce qui concerne les fossiles vivants, je vous en ai parlé, il y a des animaux dont on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a plein d'animaux sur Terre qu'on voit, mais qui n'existaient pas forcément auparavant. Eux aussi se sont transformés. Et ici, vous avez 2 exemples. En haut, vous avez un crocodile. Les crocodiles qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les crocodiles du passé. Vous voyez la taille de ce crocodile préhistorique qui est exposé au Muséum national d'histoire naturelle. Il y a une reconstitution qui a été faite sur la photo à côté des gens, des visiteurs qu'on voit tout petits, tellement ce crocodile était géant. Heureusement qu'on n'en croise plus des comme ça aujourd'hui. Et puis les sélacantes, ces fameux poissons dont on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, en fait, ils se sont transformés aussi au cours du temps. Le sélacanthe d'aujourd'hui, il fait entre 1 ou 2 mètres. Au cours de son histoire, il y a eu des sélacantes qui étaient tout petits, et puis il y avait des sélacantes qui faisaient 5 à 10 mètres de long. Donc les sélacantes aussi ont évolué, et cette idée de fossile vivant, c'est un mot qui ne veut rien dire, qui n'existe pas. Tous les êtres vivants ont évolué au cours du temps. Néanmoins, si vous voulez voir des dinosaures, il y a 2 moyens détournés d'en voir. Dans la future expo d'expérience de réalité virtuelle qui va bientôt ouvrir au Muséum, à Paris, c'est une possibilité. Et puis, vous pouvez en voir aussi dans les rues, parce que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Alors c'est un petit peu compliqué la classification des animaux, mais vraiment, les oiseaux d'aujourd'hui descendent de grands dinosaures carnivores qui vivaient il y a 70 millions d'années et sont leurs descendants directs. Donc un pigeon, c'est un petit peu un dinosaure qui existe encore aujourd'hui. Vous avez du pot, vous pouvez en croiser de temps en temps. Sur la préhistoire, on imagine toujours que c'est quelque chose de très dangereux, qu'on représente comme ça, avec des volcans, des gros animaux partout, des animaux extrêmement dangereux qui peuvent manger tous les autres êtres vivants. Et puis il y a aussi les films ou les BD comme Rahan qui nous ont montré ça de manière démultipliée, et ça donne cette impression que ça faisait très très peur. Il y a du vrai et il y a du faux dans cette image-là. En général, on exagère un petit peu quand on fait des dessins et des représentations. Par exemple, le mammouth qu'on imagine toujours gigantesque, un mammouth c'était la taille des éléphants d'aujourd'hui. Même s'il y a des formes d'éléphants anciens qui étaient 2 fois plus gros que le mammouth. Mais en tout cas, le mammouth, par exemple, préhistorique, c'était pas une si grosse bête que ça. On dessine aussi souvent des volcans dans les dessins quand on essaye de représenter la préhistoire, parce que les volcans, c'est quelque chose qui nous est très utile aujourd'hui pour dater des sites archéologiques. Quand il y a des morceaux de volcan qui tombent dans un site, ça permet, avec des techniques sophistiquées, de savoir quel âge avait la couche.
Et puis un autre biais aussi, c'est que les animaux ou les humains préhistoriques qu'on retrouve sont forcément des animaux, des humains qui sont morts et qui ont été enterrés très très vite, sinon ils ne seraient pas conservés. C'est pour ça qu'on trouve parfois des humains préhistoriques qui ont eu un accident, qui ont été mangés par un prédateur, ou qui ont fini dans une rivière, ou qui ont été enterrés par d'autres humains, ce qui rajoute un peu au côté catastrophique, forcément, mais c'est ce qui a permis aussi de les préserver. Et donc la plupart des fossiles qu'on trouve dans les sites archéologiques sont des corps qui ont été dans des rivières et qui ont été recouverts par des sédiments. Et si en plus il y a des volcans à côté qui permettent d'avoir une date, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette image un peu de catastrophe et de planètes déchaînées tout autour, parce que les fossiles qu'on retrouve, ils sont dans ces contextes-là, mais évidemment sur des millions d'années d'humains préhistoriques, c'était pas dangereux tout le temps, il n'y avait pas des volcans tout le temps et partout, par exemple. Une grande image qu'on a toujours, l'homme descend du singe. C'est un mot qu'on entend souvent, une phrase qu'on entend souvent, et si on tape ce mot dans Google, en général, on a ce genre d'image qui est représentée. Une succession d'individus, depuis un singe dans les branches ou de toute façon tout petit et puis à quatre pattes et qui se redresse pour devenir l'humain d'aujourd'hui. Alors il y a des versions différentes de cette représentation-là et puis des versions humoristiques avec à peu près toutes les déclinaisons possibles. Alors souvent ça représente des hommes d'ailleurs, pas des femmes, il y a un biais assez important. Et puis maintenant il y a aussi toutes ces déclinaisons humoristiques qui veulent montrer que l'humain devient moins bien aujourd'hui parce qu'il s'affaisse, qu'il est devant un ordinateur, etc. Le dessin de départ, il avait été réalisé pour un des premiers livres importants de représentation sur la préhistoire, c'est le dessin du haut qui correspondait en fait à la planche du bas, où il y avait plein d'espèces humaines et animales qui étaient représentées et qui correspondaient à des périodes de temps différentes. Il est vrai, ils se succédaient tous, ils allaient tous dans le même sens, et puis c'était tous des hommes. Et c'est pour ça, hommes masculins. Et c'est pour ça que ça a donné cette image aussi de ligne droite. Et c'est surtout ça qu'il faut essayer d'oublier, cette ligne droite. Alors la préhistoire, aussi on l'a représentée avec cette ligne droite, parce qu'on avait très peu de fossiles pendant très longtemps. Donc on avait l'impression que les espèces humaines elles se succédaient au cours du temps. Que les australopithèques donnaient naissance... C'est pas ce bouton-là. C'est sûr. Donnaient naissance à Homo habilis, puis qu'il y avait Homo erectus, puis Homo sapiens, et c'est pour ça qu'on avait aussi ce cumul d'idées, cette idée qu'ils étaient les uns après les autres, et puis surtout qu'ils se succédaient et que chaque espèce se transformait en une autre. En fait, c'est beaucoup plus simple et compliqué que ça, c'est surtout bien différent de ça. Quand on essaye de classer des êtres vivants les uns par rapport aux autres, on fait des branches, et on va réunir des êtres vivants avec des choses qui sont communes, et puis des choses qui permettent de différencier des autres branches. Par exemple, ici, vous avez la famille des primates. Les primates ont des points communs. Ces points communs, ils sont très importants parce qu'ils permettent de les différencier des animaux qui sont sur toutes les branches qui sont en dehors du diaporama. L'écran n'était pas assez grand. Là, vous avez les carnivores, par exemple, les chauves-souris, plein d'autres animaux. Et donc, chez les primates, il y a des points communs qui permettent de nous différencier d'un chat, d'une vache, etc. Ces points communs, c'est la forme de nos mains, le fait que notre pouce puisse attraper le bout des autres doigts. On a aussi des ongles. Alors on ne sait pas exactement pourquoi les griffes ou les sabots ou chez les primates sont devenus des ongles, mais c'est vrai que ça aide pas mal aussi à la saisie, ça évite d'avoir des choses trop grandes et qui prennent beaucoup de place. Chez la plupart des primates, on a des ongles tout petits. Et puis des caractéristiques au niveau du cerveau qui sont liées à la manière dont on voit, au fait de voir bien en relief, d'avoir les yeux vers l'avant, de voir beaucoup de couleurs, etc. Et puis des asymétries du cerveau aussi. Donc plein de choses qui nous différencient des autres. Et ça, c'est le plus important finalement. Et surtout, ça montre quand on regarde toutes ces branches et cette histoire de l'évolution que chaque branche correspond à des caractéristiques qui sont particulières, des choses qui sont différentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de succession des êtres vivants, ni même ceux du passé. C'est à chaque fois des choses nouvelles qui sont apparues. On ne peut pas descendre du singe puisqu'on fait partie de la même grande famille des primates et que tout le monde est aussi évolué les uns que les autres. Le chimpanzé d'aujourd'hui est aussi évolué que moi ou vous. Il s'est transformé au cours du temps dans son environnement et puis il est aussi parfaitement adapté. On me mettrait à la place d'un chimpanzé dans son milieu naturel, je serais bien embêté pour me débrouiller tout seul.
Donc cette idée-là, elle est complètement fausse. Et puis on peut aussi la relier à cette idée qu'on avait que les humains préhistoriques se succédaient au cours du temps, que les espèces devenaient une autre, les unes après les autres. En réalité, je vous l'ai dit, on présente maintenant plutôt la diversité biologique. En buisson, on ne parle plus de lignées ou de choses qui se succèdent. Et on le fait parce qu'on a maintenant beaucoup d'espèces. Vous voyez, toutes ces espèces à gauche sont des espèces d'humains préhistoriques qu'on a découvertes aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que ces espèces-là, finalement, on les connaît assez peu. Pour la plupart des espèces, on n'a trouvé que très peu de fossiles. Ce qui fait que quand on met une barre qui représente la période de temps dans laquelle elles vivaient, en particulier pour les espèces qui sont encadrées en rouge, ce sont des espèces où on a un ou deux fossiles un ou deux sites uniquement. Un très bon exemple, c'est l'homme de Flores. Aujourd'hui, on ne connaît que deux sites, un site qui a 100 000 ans, un site qui a 700 000 ans. Ce sont les mêmes fossiles, donc on imagine que cette espèce a au moins vécu pendant toute cette partie de temps-là, mais ça veut sûrement dire qu'elle a vécu après et avant aussi. Et donc si on agrandit toutes les barres de toutes les espèces d'humains préhistoriques, on se rend bien compte qu'elles ne peuvent plus se succéder les unes aux autres et se transformer les unes dans les autres, puisqu'elles ont toutes vécu en même temps. Pour les sorties d'Afrique, ça c'est une phrase aussi qu'on entend tout le temps, la sortie d'Afrique des humains. Ils seraient partis d'Afrique pour aller ailleurs, et puis en général, quand on le représente, on montre une flèche qui montre des humains qui partent d'Afrique pour aller à un autre endroit. C'est pas aussi caricatural que ça. Les humains ne sont pas tous sortis d'Afrique en une seule fois en se disant « Allez les gars, on court » et puis on part tous au même endroit. Alors dans les livres, on représente ça sous manière de flèche. Ça c'est un livre de collège. Et c'est vrai qu'on essaye de représenter en fonction des fossiles qu'on a trouvés. Mais de la même manière qu'on ne connaît pas tous les spécimens fossiles d'une espèce, on ne connaît pas exactement quand un humain est arrivé à un endroit particulier. Si on trouve un fossile, la chance qu'on ait trouvé le premier qui soit arrivé à cet endroit-là, elle est complètement nulle. Il y en a forcément eu d'autres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de ligne ou de flèche. Les humains ne se disent pas, tiens, sortons d'Afrique, allons voir ce qui se passe en Chine. Ils ne pouvaient pas le savoir que c'était un endroit différent. En réalité, quand ils se sont déplacés, tous ces humains préhistoriques, ils l'ont fait en s'étendant, en devenant de plus en plus nombreux, parce qu'il y avait des changements d'environnement, il y avait de plus en plus d'humains, donc ils s'étendaient. Ce qui fait qu'ils allaient plus loin dans des régions plus grandes, mais qui continuaient à se déplacer dans tous les sens. Il n'y avait pas de flèche, c'est surtout ça le problème. D'imaginer qu'il n'y a qu'un seul sens au déplacement. En fait, ils se déplaçaient un peu partout au fur et à mesure, et si les conditions étaient bonnes, ils s'étendaient de plus en plus. Et cette carte-là, c'est une bonne illustration pour comprendre pourquoi on n'est pas capable justement de bien comprendre le détail de tous ces déplacements-là. Cette carte, elle vous montre tous les sites archéologiques qu'on connaît entre 3 millions d'années et 20 000 ans. Donc ce n'est pas toute la préhistoire, mais c'est une grande partie de la préhistoire. Et c'est représenté sur des grandes zones, pour que chaque case ne représente pas 1 km². Les zones, elles font 150 sur 150 sur 150 km, etc. Comme c'est rouge foncé, il y a plusieurs centaines de sites. Mais vous voyez que pour les zones qui sont colorées, la plupart ont entre 1 et 24 sites, et que pour la majorité des zones de la Terre, il y a 0 site de connu. Ce qui fait que quand on montre des images comme la carte que je vous ai montrée avant avec les flèches d'un endroit à l'autre, bah c'est lié à ça. On a des points ici, on a un point ici, donc on fait une flèche comme ça en donnant comme impression que le déplacement il s'est vraiment fait comme ça. En réalité, il s'est étendu au cours du temps et il continue à se déplacer dans tous les sens. Et une limite, c'est le nombre d'informations qu'on a pour être capable de comprendre vraiment le détail de tous ces mouvements des humains préhistoriques. Un bon exemple pour représenter cette idée-là et cette histoire-là, c'est l'origine d'Homo sapiens. On entend souvent parler de chercheurs qui essayent de dire exactement à quel endroit notre espèce Homo sapiens s'est apparue. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien simplement parce que des fossiles humains de notre espèce, il y en a très peu, surtout pour des périodes anciennes. Les plus vieux qu'on connaisse qui ressemblent un peu à Homo sapiens, ils viennent du Maroc, ils ont 300 000 ans, mais tous les chercheurs ne sont pas d'accord pour dire qu'ils font partie d'Homo sapiens. Ensuite, on a 2 autres crânes en Éthiopie qui ont 200 000 ans. Là, on est globalement tous d'accord pour dire qu'ils ressemblent vraiment aux crânes des humains qui sont ici ou qui sont sur Terre aujourd'hui.
peu importe, ça ne change pas grand-chose finalement. Ils ressemblent un peu à 300 000 ans, ceux-là à 200 000 ans, mais dans tous les cas, ça nous fait que 2 points. Un point à 300 000 ans, un point à peu près 200 000 ans ici. Ouais, on les a redatés depuis, ils ont à peu près 200 000 ans. Et après, il faut attendre 100 000 ans pour trouver d'autres fossiles vers le nord-est de l'Afrique. Ce qui fait que quand on essaye de dire à quel endroit exactement l'espèce est apparue, en ayant juste des points isolés aussi séparés dans le temps, c'est impossible d'être certain et de savoir exactement où ça s'est passé. On sait que c'est en Afrique qu'Homo sapiens est arrivé, parce que tous les spécimens fossiles anciens qu'on a trouvés viennent d'Afrique, et parce qu'aussi la diversité génétique des humains d'aujourd'hui montre que nous sommes tous originaires d'Afrique au départ. Donc il n'y a pas trop de discussion sur la grande zone d'origine de notre espèce. Par contre, on n'est pas capable de dire à quel endroit précis, et on ne saura probablement jamais, sauf si on se met à trouver des centaines de fossiles, qui serait génial pour moi, mais c'est peu probable. À propos des humains préhistoriques, on donne aussi toujours l'impression de savoir exactement tout d'un humain, comme dans une série comme dans Bones, où à partir d'un seul bout d'os, ils sont capables de dire l'âge, le sexe et l'origine d'un individu. Parfois, pour les humains préhistoriques, on voit des publications ou des articles où ils disent qu'ils ont trouvé un bout de crâne et qu'ils peuvent dire que c'est un homme ou une femme et être certains de son âge. En fait, c'est pas si évident que ça ne marche pas si bien que ça. Il y a des espèces humaines pour lesquelles on va avoir des informations et pour d'autres où ça va être plus compliqué. Pour Homo sapiens, ça marche globalement très bien si on a un bassin pour savoir si c'est un homme ou une femme. Le bassin est tellement différent entre un homme ou une femme qu'à 99%, avec un bout de bassin, on peut le savoir. Si on trouve juste un crâne, sans en avoir 50, juste un seul crâne, on a en gros une chance sur deux de savoir si c'est un crâne d'homme ou de femme. Autant tirer à pile ou face que d'essayer de faire une étude scientifique pour dire si c'est un homme ou une femme. Pour d'autres espèces humaines, par exemple les australopithèques, il y a de telles différences sur la morphologie qu'on arrivera mieux à reconnaître un homme et une femme sur le crâne. Par contre, sur le bassin, ça ne marche pas très très bien. Et chez les néandertaliens, par exemple, le bassin n'a pas de différence, ce qui fait qu'on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes, donc on n'arrive pas de toute façon à déterminer si on a un homme ou une femme. Et de la même manière, le crâne n'a pas trop de différence. Ce qui fait qu'en général, dans un site néandertalien, quand on dit il y a un homme et une femme, c'est qu'il y a deux individus, un grand, un petit, ce qui peut être vrai. Au sein des humains d'aujourd'hui, statistiquement, ça marcherait un peu plus d'une fois sur deux, donc bon, ça a un sens, c'est un peu mieux qu'une fois sur deux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et par exemple, il y a un site en Belgique, le site de Spie, où il y a deux individus. Le plus petit des deux, on a pu, grâce à l'ADN, montrer que c'était un homme. Peut-être que le plus grand était aussi un homme, peut-être que le plus grand était aussi une femme. En fait, ça n'a pas marché. C'est un des problèmes aussi de l'ADN, c'est que la plupart du temps, quand on trouve de l'ADN dans les fossiles, c'est tellement dégradé, tellement abîmé, qu'on n'est pas capable de reconnaître les chromosomes spécifiques qui permettent de dire si c'est un homme ou une femme, les chromosomes X et Y. Il faut encore progresser pour que ça marche mieux. Ce qui fait que ceux qui donnent des sexes avec certitude pour des humains préhistoriques, la plupart du temps, c'est assez douteux, un peu complexe à démontrer. Pour l'âge, c'est très difficile aussi. On arrive à voir si c'est un jeune individu ou un très vieil individu chez les adultes, et encore avec une marge d'erreur qui peut être très très large. Donc quand on vous dit qu'il avait 42 ans ou 22 ans à sa mort, c'est avec une marge d'erreur qui est sûrement très très grande. A l'inverse, pour les enfants, on a fait des progrès technologiques très importants qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à avoir des âges très précis. L'image que vous avez en bas à gauche, c'est de l'imagerie qu'on obtient avec un synchrotron. Un synchrotron, c'est un accélérateur de particules. C'est très très gros, ça vaut très très cher. On les utilise très très rarement. Mais ça permet d'avoir, quand on veut faire de l'imagerie, une résolution qui est tellement petite qu'on arrive à voir des tout petits détails. Et en particulier dans l'émail des dents, on arrive à voir des stries qui se déposent tous les jours dans nos dents. Ça, on ne sait pas, mais chez les enfants en particulier, tous les jours, il y a une petite couche d'émail qui se pose régulièrement. C'est pour ça qu'il faut bien manger et bien se laver les dents, d'ailleurs, pour que les dents se forment bien. J'en profite. Et donc, à partir de toutes ces petites stries-là, si on a plusieurs dents à l'imagerie, on va être capable de calculer l'âge d'un enfant préhistorique qui avait 10 000 ans, 100 000 ans ou 2-3 millions d'années, à quelques jours près, si on arrive à compter toutes les stries. Donc ça, c'est extrêmement précis. Et scientifiquement, pour nous, c'est vraiment très intéressant et très utile, parce qu'évidemment, quand on étudie un bébé australopithèque, un enfant australopithèque, si on compare avec la croissance des enfants d'aujourd'hui,
ça ne marche pas très très bien. Par contre, si on est capable de dire qu'il avait exactement 750 jours quand il est mort, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur la manière dont les enfants australopithèques faisaient leur croissance. Pour l'apparence, c'est un peu la même chose. On a tendance à faire des représentations en disant qu'on a des informations qui nous permettent de savoir énormément de choses sur les hommes préhistoriques. Là, vous avez des représentations de néandertaliens dans différents musées. Il y a quelques indications qu'on arrive à avoir, et puis il y a des choses aussi qu'on projette, qui sont des idées que l'on a liées à l'endroit où on vit, à notre culture, etc. Par exemple, celui-là, c'est un néandertalien dans un musée du nord de l'Europe, et ça, c'est un néandertalien dans un musée en Asie. On voit qu'il y a un petit biais quand même dans la manière de représenter l'humain préhistorique. Parmi les choses qui sont difficiles à appréhender, c'est savoir comment représenter les humains préhistoriques. Est-ce qu'on leur met des poils partout? Est-ce qu'on les met tout nus? Est-ce qu'on leur met des habits? On a des petits bouts d'éléments de réponse, mais aucune certitude. Pour les poils, première information incroyable à laquelle vous n'auriez jamais cru sûrement, chacun d'entre nous dans la salle a autant de poils qu'un chimpanzé. En fait, c'est pas qu'on a beaucoup moins de poils que les autres primates, c'est que nos poils sont beaucoup plus petits. Ils sont devenus tout fins, ce qui nous permet de beaucoup mieux transpirer dans une salle où il fait trop chaud ou quand on essaye de marcher très longtemps. Et pour la perte des poils ou la diminution des poils sur le corps des humains préhistoriques, une des explications qui semble fonctionner assez bien, c'est au moment où les humains ont changé de forme de corps et de manière de vivre. C'est entre les australopithèques et les Homo erectus. Les australopithèques étaient un tout petit peu plus petits que les humains, d'après. On a l'image des australopithèques qui font à peu près 1 mètre. En fait, c'est que Lucie, qu'on voit partout, c'était une des plus petites qu'on connaisse. Les australopithèques, on en connaît certains qui faisaient 1 mètre, et on a des fossiles d'australopithèques qui faisaient 1,60 m. C'est plus si petit que ça, 1,60 m. Et donc, ces humains avaient aussi un corps différent du nôtre, avec des bras beaucoup plus longs et des jambes beaucoup plus courtes. Et ils vivaient dans des zones beaucoup plus réduites aussi que les humains d'après, dans des régions d'Afrique petites. Pendant pas très longtemps, les espèces se succédaient les unes après les autres, alors qu'à partir d'Homo erectus, on a des humains depuis l'Afrique jusqu'au fin fond de l'Asie, donc le même type d'humain qui vit dans des environnements extrêmement différents, des forêts, des zones très ouvertes, des zones chaudes, des zones froides, et avec un corps très différent, avec des jambes beaucoup plus longues et des bras beaucoup plus courts. Et on suppose qu'à ce moment-là, que la couverture de poils s'est réduite pour pouvoir se déplacer beaucoup plus, marcher plus et beaucoup mieux exfiltrer la chaleur en transpirant de manière beaucoup plus efficace. Donc la fin des poils, c'est il y a à peu près 2 millions d'années, ou la diminution des poils. Et pour les habits, on a peu de vrais indices. Les quelques indices qu'on ait, c'est des restes archéologiques d'objets qui peuvent permettre de fabriquer des outils qui ont entre 10 et 40 000 ans en fonction de ce qu'on trouve. C'est pas très vieux finalement. C'est le fait d'avoir des outils qui permettent d'exploiter les pierres, les peaux depuis des dizaines de milliers d'années, mais on n'est pas certain que les peaux étaient utilisées pour s'habiller. Et par exemple, une des seules traces directes qu'on ait d'habillage ou pas, c'est les empreintes de pieds qu'on peut retrouver. On en a retrouvé beaucoup pour beaucoup d'espèces d'hommes préhistoriques. Et 98% des empreintes de pieds qu'on trouve, que ce soit des Homo erectus, des Néandertaliens ou des Homo sapiens, sont des pieds nus. Ce qui montre bien qu'ils n'avaient pas forcément besoin de se protéger beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas non plus habillés tout le reste du temps. Enfin, on n'en sait rien, en gros. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Revenons à l'apparence des humains préhistoriques. La difficulté aussi, c'est de reconstituer le corps des humains préhistoriques. À gauche, vous avez un squelette de néandertalien. En général, c'est celui qu'on voit dans les musées. Vu de loin, ça ressemble à un beau squelette. En fait, ce squelette-là, il est composé de restes de plein de néandertaliens différents et de restes d'Homo sapiens aussi. Parce qu'on n'a pas un seul squelette totalement complet de néandertaliens. Donc on a assemblé plein de bouts ensemble, en les réduisant, en les transformant, en mettant des petits bouts, etc. Ce qui fait que si on regarde de très près, on voit bien que le squelette, il a un peu de traviole. C'est un peu comme si on comparait Frankenstein avec son créateur en disant lequel est un vrai humain. Parce que néandertalien, il ne ressemble pas vraiment à un humain tout à fait précis. Donc c'est une limite aussi pour reconstituer l'anatomie vraiment précise des néandertaliens. On a fait un travail avec plein de chercheurs qui nous a permis d'aboutir au squelette qui est à droite. En fait, on était plein à travailler sur plein de parties différentes du crâne pour essayer de reconstituer à la vraie échelle ce squelette-là en utilisant des processus mathématiques performants qu'on a aujourd'hui.
Et c'était un travail tellement sérieux que notre première publication, on l'a fait quand même dans un très très grand journal scientifique, le journal de Spirou, parce qu'on a eu droit à une BD qui racontait cette histoire de tout ce travail de reconstitution d'un squelette néandertalien. Et puis à la fin, on l'a imprimé, mais même si on avait un corps qui était beaucoup plus juste, qui reflétait vraiment l'anatomie d'un néandertalien, ça a été vraiment tout un travail scientifique très très long, mais au moins on avait toutes les bonnes proportions du corps et ça nous a appris beaucoup de choses sur l'anatomie et la forme du corps des néandertaliens. Néanmoins, quand des préhistoriens disent qu'aujourd'hui on n'a plus d'a priori et qu'on n'a que des données scientifiques quand on essaye d'interpréter les choses, c'est pas vrai. La préhistoire, c'est une discipline qui date d'il n'y a pas longtemps, c'est une des dernières disciplines scientifiques. Les mathématiques, l'astronomie, on en fait depuis des milliers d'années. Travailler sur l'évolution de l'homme, ça fait à peine 200 ans, et encore dans un contexte très compliqué, et avec un cadre culturel qui a un poids énorme sur notre manière de réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un préhistorien qui dit qu'on sait exactement ce qu'on fait, et qu'on n'a pas d'a priori et de préjugés, qu'on a réussi à extraire tous les préjugés qu'on avait auparavant, c'est pas vrai du tout. Sur certains aspects, les préhistoriens d'il y a plus de 100 ans disaient des choses qui étaient déjà très solides et plus justes que ce qu'on peut dire maintenant, parce que justement, c'est construit d'autres a priori et d'autres préjugés. Et donc, cette image-là est un peu symbolique pour vous montrer qu'on est passé de, à partir d'un tas d'os, une représentation qu'on pouvait imaginer comme complètement bestiale, et aujourd'hui on essaye de faire des représentations en disant qu'on s'est retiré toutes ces limites qu'on pouvait avoir. C'est pas vrai, on en aura toujours dans nos manières de représenter. Vous l'avez vu sur la première image, sur la couleur de peau ou l'apparence, mais il y a plein de facteurs de toute façon dans notre manière d'appréhender ça. On travaille sur des humains, donc on fait forcément une projection aussi de ce qu'on imagine, de ce qu'est être humain, même si c'est dans le passé. Donc on a toujours une vision biaisée de ces choses-là, il faut en avoir conscience. Et justement, un des sujets sur lequel beaucoup de choses ont été dites, et où on peut résumer ça, c'est le rôle ou la place des femmes à la préhistoire. On est passé de visions comme les deux dessins de gauche, qui sont très anciens. Le dessin de gauche de 1870 sont les premières représentations d'humains préhistoriques à des moments où on n'a pas encore vraiment trouvé de restes préhistoriques. On a juste quelques premiers objets anciens. On commence juste à apprécier, à imaginer qu'ils ont vécu il y a très longtemps sans avoir aucune idée de quand c'était, puisqu'on n'a pas de manière de dater et qu'on n'a aucune idée de quelle est l'ancienneté de la Terre. Donc c'est totalement philosophique, imaginé. Donc forcément, ce qu'on représente, c'est des Occidentaux, et ce qu'on projette, c'est la répartition des tâches des Occidentaux. A l'inverse, ces dernières années, il y a eu des travaux et des gens et de la médiation pour dire c'était pas du tout comme ça, les femmes en faisaient beaucoup plus à la préhistoire, en se basant sur des données archéologiques, parfois une sépulture où il y avait possiblement deux femmes avec 3 outils en pierre qui seraient des objets de chasse, ou des choses du même ordre. En fait, on n'a pas plus de conclusions dans ce sens-là qu'autre chose. Et à l'inverse, quand on essaye de contextualiser aussi nos connaissances, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Cette semaine, il y a un article scientifique qui est sorti, qui est une synthèse de ce qu'on connaît sur les peuples chasseurs-cueilleurs actuels. Pendant longtemps, on utilisait ces connaissances-là pour projeter sur la préhistoire. Et pendant longtemps, on a eu l'image que les hommes chassaient plus, même majoritairement chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, et que ça devait pouvoir se projeter sur la préhistoire. Là, il y a un article qui est sorti cette semaine, où ils ont révisé tous les peuples de chasseurs-cueilleurs, et dans 80% des peuples de chasseurs-cueilleurs, les femmes ont une participation active à la chasse, et même à la chasse aux grands animaux, et même à la chasse après avoir eu des enfants. La conclusion qui est faite après, c'est de dire « Ah, mais ça veut dire qu'à la préhistoire, c'était pareil aussi ». Non, c'est aussi bête de projeter ça que le contraire, comme on le projetait avant. On n'en a aucune idée. Les humains, il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 40 000 ans, ne ressemblent absolument pas, ni biologiquement, ni dans leur culture et leur comportement, aux humains historiques, aux humains d'aujourd'hui. Et de toute façon, maintenant, on voit bien quand on fait de l'ethnologie et qu'on regarde les peuples d'aujourd'hui, il faut faire attention aussi aux biais qu'on peut avoir dans nos observations, parce qu'il y en aura toujours un petit peu. Tout ça pour dire que sur le sujet de la place des femmes à la préhistoire, la seule certitude qu'on ait, c'est qu'on n'en sait rien. Parce que les données archéologiques vraiment solides qui nous permettent de savoir quand il y avait un homme et une femme et quelle était son activité
à l'un ou à l'autre sont quasiment nuls. Simplement parce que quand on fouille, on a des restes, en effet, mais arriver à reconstituer la scène de vie à partir d'objets dans un site archéologique et de quelques restes humains, ça reste très superficiel, c'est pas assez précis. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé d'essayer de raconter des histoires. On peut essayer de le faire et dire qu'on raconte des histoires, mais il ne faut pas croire qu'avec des données partielles, on peut toujours raconter des choses scientifiques très solides. Sur ce sujet-là, en tout cas, ce n'est pas vraiment possible. On remonte un petit peu le temps et je vais vous raconter une histoire de préhistoire sur Homo habilis. En général, quand on demande aux gens quel est le premier humain, ou qui est le premier humain intelligent, ou qui est le premier à avoir fait des outils, on répond tous Homo habilis. Homo habilis, c'est celui qui est à droite. Et puis, en fait, à cette époque-là, il cohabitait avec le paranthrope, qui est l'humain qui est à gauche. L'endroit où a été trouvé le premier crâne d'Homo habilis est un site archéologique où avant avait été trouvé le crâne qui est dans les mains du bonhomme de gauche. Et dans le même site avaient été trouvés des outils en pierre. À cette époque-là, les chercheurs avaient dit que les outils pouvaient appartenir à ce paranthrope. Ils ont continué à chercher et ils ont fini par trouver d'autres restes humains avec un crâne plus gros, un cerveau plus gros et des dents plus petites, ce qui allait beaucoup mieux avec l'image que les préhistoriens voulaient se faire de l'homme, l'image qu'on voulait donner à Homo. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'espèce Homo habilis. Et dans le premier article, dans les années 70, annonçant Homo habilis, il est écrit qu'il y a un cerveau plus gros, des dents plus petites, qu'il y a des outils, qu'Homo habilis a pu les faire et que c'est pour ça qu'il les appelait Homo habilis, mais que dans le même site, il y avait le paranthrope et que lui-même avait peut-être fait aussi les outils. Ça a été complètement oublié et pendant 40 ans, on a continué à dire c'est Homo habilis qui a fabriqué les outils. Mais c'était une invention scientifique dans le sens où on avait décidé de l'appeler Homo habilis parce qu'on proposait que c'était lui qui avait fait les outils. C'était un raisonnement scientifique juste, puisqu'on voulait le poser, mais ce n'était pas une certitude. Et la preuve que ce n'est plus vrai, on a trouvé plein de sites où des paranthropes utilisaient des outils, et même des outils très très anciens qui ont plus de 3 millions d'années. Alors évidemment, ce sont des outils un petit peu particuliers. Là, vous voyez la photo. On ne va pas le mettre au bout d'une lance pour faire une flèche ou essayer de chasser avec ça. C'était des gros morceaux qu'on cassait en deux et puis ça servait à écraser ou à découper. Peu importe, c'est contemporain des australopithèques. Et aujourd'hui, on voit plein d'espèces humaines anciennes qui ont fabriqué des outils en pierre. Beaucoup plus anciens que ce qu'on pensait, donc, et ça montre bien que c'est très compliqué de définir ce qu'est un humain à partir de caractéristiques liées à l'intelligence ou au comportement. Parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup, ça ne s'est pas transformé une seule fois. Les Néandertaliens ne mangeaient que la viande, et parfois même ne mangeaient que des Néandertaliens. C'est une image qu'on a pour plusieurs raisons, parce qu'on a trouvé quelques endroits où des Néandertaliens ont mangé des Néandertaliens. Et puis on a cette image aussi des Néandertaliens qui vivent dans des zones froides où il n'y aurait que de la viande. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé plein d'espèces animales différentes associées à Néandertal. Et ils en mangeaient beaucoup, et des différentes, c'est sûr. Mais pas que de la viande non plus. Il y a aussi des coquillages et d'autres formes qu'ils pouvaient trouver dans la nature autour d'eux. Et puis surtout, une étude récente a enfin réussi à faire évoluer une technique, c'est on analyse des isotopes. Ce sont des composants à l'intérieur des fossiles qui enregistrent un certain nombre d'informations qui nous permettent de savoir un petit peu à quel endroit vivait un humain préhistorique, quelle température il faisait autour de lui, dans quelle zone il a vécu et puis il s'est déplacé, et puis ce qu'il mangeait aussi. Mais ce sont des informations qui ne sont pas très précises, parce que c'est juste en fonction des proportions de 2 ou 3 éléments. Donc on a juste une seule indication pour définir la vie d'un individu tout au cours de sa vie. Et puis forcément, ce sont des techniques qu'on ne maîtrise pas très bien pour des humains qui vivaient il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Tout ça pour dire que pendant très longtemps, ces techniques-là semblaient montrer que les Néandertaliens étaient des ultra-carnivores, qui mangeaient beaucoup de viande, voire même de la viande de carnivore, parce qu'en fonction de ce qu'on mange, les valeurs qu'on obtient ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a quelques années, ils ont changé leur manière de calculer. Pour un des Néandertaliens de Spie, ils se sont rendus compte que son alimentation devait être basée sur le mammouth, le rhinocéros et puis des tubercules. Alors, ça fait un drôle de régime alimentaire. C'est probable qu'il ne mangeait pas ça toute sa vie et tous les jours, mais l'intérêt, c'est que pour une fois, ils avaient trouvé des traces de végétaux aussi dans son alimentation. Et puis on a eu un autre moyen aussi pour montrer qu'il mangeait des végétaux, c'est des petites traces qu'on retrouve cachées dans l'émail entre les dents. On l'enlève, on regarde ce qu'il y a dedans, et on peut retrouver des micro-traces
de végétaux très variés. On a trouvé plein de traces de fruits et de végétaux variés dans les dents des Néandertals. On disait ça aussi parce qu'on imaginait Néandertal dans un environnement extrêmement froid, avec des mammouths, et dans un endroit où il y a de la neige, de la glace. Alors forcément, il y a des films qui nous le racontent, l'âge de glace, mais quand on regarde des films scientifiques, parfois on a les mêmes représentations des Néandertaliens qui marchent dans la neige pendant toute leur vie, et puis des mammouths aussi sur des sols complètement glacés, avec cette idée qu'ils ne vivaient que dans ces endroits-là. Et justement, j'ai déjà entendu un chercheur que je ne nommerai pas, dire que si les Néandertaliens mangeaient beaucoup de viande, c'est parce que dans ces environnements-là, il n'y avait pas de végétaux, il y avait juste des animaux à manger, donc ils mangeaient des animaux. Ce qui est quand même très très bête. Un mammouth, ça a besoin de 200 à 300 kg d'air par jour pour vivre. C'est bien qu'il y a des végétaux, donc il y a d'autres ressources aussi pour les Néandertaliens. Et donc les Néandertaliens vivaient peut-être dans des zones où il faisait froid parfois, mais pas tout le temps. Et cette carte-là vous montre l'Europe lors du dernier maximum glaciaire, donc au moment où il a fait le plus froid. À certains endroits, il faisait extrêmement froid, c'était couvert par des calottes et de la glace un petit peu partout. Mais dans d'autres zones, ça pouvait être beaucoup plus frais, voire tempéré, voire même chaud dans certaines zones de l'Europe ou juste à côté de l'Europe. Et puis vous voyez que la couleur principale, là, cette zone-là, où il y a écrit « été chaud et hiver très froid », donc de la neige en effet l'hiver, mais des étés chauds, c'est ce qu'on appelle l'environnement qui correspond à la steppe à mammouth, et la steppe à mammouth, ça devait ressembler à ça. Bon, c'est une vue d'artiste, évidemment, peut-être qu'il n'y avait pas tous ces animaux-là au même moment, exactement comme ça, mais on sait que la steppe à mammouth, c'était un milieu où il y avait beaucoup de plantes, beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux, et des humains. Et ça, c'est la majorité de l'Europe, même pendant les périodes glaciaires, il y avait bien des ressources autres que de la viande, autres que de la viande, il y avait des végétaux, et les humains et les animaux ne vivaient pas toute leur vie dans des étendues de glace. L'homme de Cro-Magnon est l'ancêtre des Français, ça c'est une phrase qu'on a déjà entendue et même prononcée parfois par des politiciens pas très informés. Pourquoi c'est important de revoir ça ou de discuter de ça? C'est que déjà l'homme de Cro-Magnon c'est une figure importante de notre histoire. Les fossiles de Cro-Magnon sont les premiers à avoir été trouvés de notre espèce sur toute la Terre. La première fois qu'on a trouvé des fossiles humains de notre espèce, c'est à Cro-Magnon. C'est pour ça qu'ils ont été importants au milieu du 19e siècle. C'était la première fois qu'on voyait des humains anciens. Et c'est vrai que morphologiquement, ils nous ressemblent énormément. Ils sont rentrés dans l'imagerie populaire, comme nos ancêtres directs, puisqu'ils venaient de France, de Dordogne. C'est pour ça qu'il y a des livres pour enfants qui disent « ton ancêtre Cro-Magnon », un peu trop au premier degré, qui donne vraiment l'impression que c'est tout droit. J'en profite pour faire un peu de pub. Si vous avez 2 251 000 € à dépenser, le site de Cro-Magnon est en vente en ce moment. Et donc cet homme de Cro-Magnon, qui pourrait être notre ancêtre à tous, en fait, il ne l'est pas vraiment. Un peu de la même manière que les Australopithèques ou Lucie ne sont pas nos ancêtres directs. On a dit que Cro-Magnon ou les Gaulois étaient nos ancêtres. On sait depuis peu que pour ce qui est des humains préhistoriques anciens, ne sont pas nos ancêtres, ils n'ont pas contribué au patrimoine des humains d'aujourd'hui. Tous les Homo sapiens qui sont étendus hors d'Afrique et qui ont plus de 20-25 000 ans ont disparu de la Terre sans donner de descendance. On sait qu'ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique de l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui. On le sait parce qu'on a retrouvé des séquences ADN dans ces fossiles très anciens et que les différences sont telles qu'on est sûr qu'ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique des humains d'aujourd'hui. En fait, les humains d'aujourd'hui, ils sont issus d'une deuxième expansion en dehors d'Afrique qui a eu lieu après la disparition de ces premiers humains qui étaient déjà en Europe, comme l'homme de Cro-Magnon. Et pour résumer, en fait, ce qu'il faut essayer d'enlever de nos têtes, c'est cette idée que les humains sont sortis d'Afrique par une flèche, sont arrivés à certains endroits et sont restés sur place sans jamais bouger en devenant les humains d'aujourd'hui, l'image qu'on a toujours eue. Et c'est pour ça qu'on les représentait blancs de peau, comme nous, et puis comme s'ils étaient nos ancêtres directs et nos racines. En réalité, ça ne s'est pas passé de cette manière aussi simple, il y a eu des mouvements de tout temps. Finalement, la zone qui correspond à la France a été habitée pendant plus de 90% du temps par des Néandertaliens.
Puis ces humains de Cro-Magnon, quand ils sont arrivés, c'était en fait des humains qui venaient d'Afrique et qui avaient la peau foncée. Donc pendant les 10% du temps qui restent, 80% du temps sont des humains noirs qui vivaient en France, et la peau claire, elle est arrivée il y a juste quelques milliers d'années depuis l'Asie. Et de toute façon, de tout temps, depuis les derniers milliers d'années, il y a eu des mouvements dans tous les sens. Alors évidemment, parfois on a des ancêtres à 2-3 générations ou à 200 ans qui sont principalement en France, mais qui sont de toute façon aussi le résultat de mouvements dans tous les sens. Et avoir l'idée simpliste que quand on est dans un pays, on a depuis des milliers d'années des ancêtres qui ne sont que de ce pays-là, c'est complètement faux. On a tous, individuellement là, des gènes d'humains qui viennent de partout sur Terre et des ancêtres qui viennent de partout sur Terre. Et vu de l'autre manière, en France finalement, il y a eu des peuples qui se sont succédés au cours du temps, qui venaient de partout, de tout temps. Donc il n'y a pas de ligne droite dans le peuplement de la France. Une autre idée qu'on a souvent, c'est la taille du cerveau qui est liée à notre intelligence. Alors on pourra en parler longtemps, et avec plein d'approches différentes. Pour résumer sur la préhistoire, en général, on montre cette image-là. Alors j'ai même pas eu à l'inventer, celle-là, elle a été publiée dans un journal de neurosciences, donc c'est quand même censé être super sérieux, il y a seulement 2 ans. Quand j'ai vu, j'ai cru que c'était une blague, tellement c'est une caricature de ce qu'on disait il y a 50 ans. Cette idée que le cerveau il augmente régulièrement au cours du temps et que c'est relié à chaque fois avec l'apparition de nouveaux outils, comme s'il y avait des moments où un cerveau plus gros permettait une nouvelle innovation, comme si à chaque fois un volume de boîte cérébrale nous permettait de créer des choses qu'on n'avait pas pu faire avant. C'est complètement faux pour plein de raisons, et pour aller vite, ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on connaît vraiment de la transformation du cerveau au cours de l'évolution de l'humanité. Déjà, ce n'est pas un simple trait droit qui monte très vite, c'est plus compliqué que ça. Les codes couleurs correspondent à des espèces différentes. Je vous l'ai dit avant, les premiers outils ils datent à peu près de cette époque-là. Alors, on n'a pas des points pour toutes les époques, parce que chaque point, ça correspond à un fossile bien conservé pour lequel on a pu mesurer son volume. Donc, il n'y en a pas tout le temps, des fossiles. Mais, voyez que les premiers outils, ils datent des australopithèques pour un tout petit cerveau. Je vous ai dit aussi que les paranthropes faisaient des outils. En fait, ils faisaient des outils de la seconde technologie qui est représentée ici, qu'on pensait propre qu'à Homo erectus, elle est aussi partagée par les paranthropes. Et puis, de manière étonnante, on a des formes humaines récentes, l'Homo naledi et puis l'Homo florensis, et en particulier l'homme de Flores. Lui, il a des outils qui sont les mêmes que ceux qu'utilisent à la même époque les Homo erectus ou les Homo sapiens dans d'autres régions du monde. Mais la forme de son cerveau rappelle celui d'Homo erectus, qui est peut-être son ancêtre, et son cerveau est devenu plus petit au cours du temps. Autre fait marquant, l'apparition du feu, qu'on pense souvent comme quelque chose qui a été majeur pour l'évolution du cerveau, que seul un cerveau très gros a permis de faire, etc. Le feu, on en retrouve probablement chez des Homo erectus, chez des Néandertaliens, chez des Homo sapiens, qui ont des volumes de cerveau très différents et des formes de cerveau très différentes. En fait, ce n'est pas un volume de cerveau plus gros qui va permettre quelque chose, c'est parce qu'au cours du temps, le cerveau s'est transformé, qu'il y a les capacités pour le faire. C'est dans l'autre sens. Le cerveau des humains s'était transformé suffisamment et avait assez de capacités pour permettre aux Néandertaliens, aux Homo erectus ou aux Homo sapiens d'utiliser le feu. Donc ce n'est pas juste un changement du cerveau qui a permis le feu, c'est quelque chose qui a été partagé chez plein d'humains différents au cours du temps. Et même des humains avec tout petit cerveau pouvaient faire des choses très complexes. C'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est aussi lié à la forme du cerveau. Et puis un autre aspect aussi, il faut comparer au cours de l'histoire et entre espèces, parce que si on regarde au sein d'une seule espèce, faire un lien entre la taille du cerveau et l'intelligence, ça ne marche pas du tout. On en est largement la preuve. En moyenne, les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes. Personne n'oserait dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. A l'inverse, on pourrait même dire qu'elles sont beaucoup plus efficaces que nous, parce qu'avec un cerveau plus petit que les hommes, elles arrivent à être aussi intelligentes que les hommes. Donc que leur cerveau fonctionne mieux. Bref. Pour en finir avec ce genre d'histoire et sur les visions qu'on peut avoir, les images des humains du futur ou celles qu'on essaye de se donner de l'humain qui va nous suivre. Ça, c'est le genre de questions qu'on me pose très souvent. Et il y a plein d'articles qui ont été publiés essayant d'imaginer ce qui se passerait si la Terre devenait complètement gelée
Ici, si on était dans Waterworld, comme le super film, ou si les humains allaient sur une autre planète avec une pression différente, etc. Alors cette représentation-là, je l'ai adorée aussi, je l'ai vue il y a très très peu de temps. C'est l'humain du futur, mais dans quelques dizaines d'années, à cause de notre utilisation trop prononcée des téléphones et des ordinateurs. C'est très joli, ça fait un peu peur, et on peut essayer de se regarder dans le miroir. En réalité, on est incapable de prédire ce qui va arriver. Parce que l'évolution biologique, elle n'est pas prédictible. Elle dépend de caractères et de gènes que l'on a déjà. Donc si quelque chose est conservé et est utile, c'est parce qu'il était déjà présent. Donc il ne peut pas apparaître pour ça. Donc des pieds palmés chez les humains, à moins de trouver une population d'humains qui a déjà des pieds palmés et qui pourrait les sélectionner très fort, ben, il n'y a aucune chance que ça arrive. Parce qu'on n'a pas des pieds qui sont faits pour être palmés. Ça ne va pas arriver parce que d'un seul coup, l'eau va monter. C'est dommage parce que l'eau va monter dans les dizaines d'années qui viennent et ça pourrait nous être utile. C'est pas comme ça que se fait l'évolution. La taille du cerveau, je vous l'ai dit, ne va pas croître avec le temps. Elle a même diminué chez Homo sapiens. Depuis les hommes de Cro-Magnon et les humains préhistoriques d'après, le cerveau était plus gros que chez les humains d'aujourd'hui. Il n'y a pas de finalité, c'est juste une diversité biologique qui est différente. On n'est probablement pas moins intelligent que ceux d'avant non plus. Donc il n'y a pas de tendance à ce que notre cerveau se transforme. Il ne faut pas forcément s'y attendre. Et puis pour l'image de la femme toute rabougrie sur son ordinateur, c'est de la même chose. Ne pensez pas que vos enfants vont avoir des doigts qui vont se transformer parce qu'ils utilisent un smartphone. Ce n'est pas ça l'évolution. Le corps ne se transforme pas à l'échelle de la vie d'un individu. On ne le transmet pas à un enfant. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça l'évolution. Donc, on ne va pas devenir tout rabougri et avec des pouces surdimensionnés juste en faisant des smartphones, des jeux vidéo ou utiliser son ordinateur. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi que notre santé peut pâtir d'activités trop prononcées et du manque d'activité que l'on pourrait avoir. Ça, c'était dans AI, où tous les humains étaient devenus gros et assistés par des ordinateurs. Et je ne veux pas spoiler le film si vous ne l'avez pas vu, mais à la fin, ils se retrouvent justement à nouveau sur Terre, ils essayent de se déplacer. Au début, ils ont beaucoup de mal, mais ils sont très contents de devoir se bouger un peu les fesses. Et donc finalement, pour éviter les problèmes de santé qu'on pourrait avoir, il ne faut pas attendre que nos descendants aient des problèmes, etc. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Par contre, notre santé individuelle, il faut en prendre soin et essayer de faire attention. Ah oui, et puis je ne peux pas ne pas finir sur ces thématiques-là. C'est le dernier sujet que je voulais aborder sur les changements climatiques, parce que c'est un sujet important et qu'on peut rapprocher de la préhistoire. Et puis, bon, je ne vais pas vous expliquer tout le détail de comment ça fonctionne, les changements climatiques. C'est lié à la position de la Terre par rapport au Soleil, mais il y a plusieurs mouvements les uns par rapport aux autres, des choses différentes, qui ont des variations différentes au cours du temps, qui causent en fait ces variations de climat que l'on peut avoir depuis des millions d'années sur la Terre, avec des périodes plus ou moins longues et des intensités plus ou moins longues. Si quelqu'un veut vraiment tout savoir, je peux lui expliquer, mais c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend beaucoup de temps, que ça varie aussi au cours du temps et que c'est un mécanisme qui est complexe. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est l'impact que ça a normalement sur la Terre. Là, normalement, vous reconnaissez. Là, normalement, vous reconnaissez un petit peu moins. En fait, c'est entre une période chaude ici et une période froide. Ça implique des transformations qui sont différentes en fonction des régions. Et évidemment, ce n'est pas très agréable de vivre dans ces zones-là si on est habitué à un environnement un petit peu chaud. Il y a de la glace partout, il fait très froid. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les humains ils se déplacent, ils vont plus vers le sud, ils sont tranquilles, il fait meilleur. A l'inverse, il y a des zones où quand il fait très froid dans le nord, il peut faire meilleur dans d'autres régions. Vous voyez qu'en Afrique, c'est plus vert dans ces zones-là. En Asie, ça forme un méga continent où il y avait beaucoup d'humains préhistoriques. En Australie, il y a eu des forêts aussi beaucoup plus développées qu'aujourd'hui. Ça a un impact sur les différentes régions du monde de manière différente. Et en fait, pareil, je peux vous en parler très longtemps si vous voulez, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les changements climatiques naturels sur Terre, ils se font sur des milliers d'années, avec une échelle qui va être une importance qui va être plus ou moins importante en fonction de tous les paramètres complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre un maximum de chaud et un maximum de froid, l'impact maximum qu'on va avoir, c'est une variation de 120 mètres des niveaux marins, ce qui là est beaucoup, parce que
l'eau est prise sous forme de glace ici, donc il y en a moins dans les océans. C'est pour ça que la France et l'Angleterre sont connectés, qu'en Australie c'est différent aussi, qu'en Indonésie c'est différent. Mais c'est 120 mètres de niveau marin et ces variations sur toute la planète, en moyenne à l'échelle de la planète, ça ne représente que 5 degrés de température de différence. Ça veut dire qu'il faut des milliers d'années pour que la moyenne de la température change de 5 degrés. Alors évidemment, dans certaines régions, il peut y avoir 20 degrés d'écart, mais la moyenne de la planète, c'est 5 degrés. Et pourquoi ce chiffre est important? Eh bien, si on contextualise par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on entend dire aujourd'hui qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 2-3 degrés en 50 ou 100 ans, on a tendance à se dire 2 degrés, c'est pas beaucoup. 2 degrés de plus l'été, ça fait plus chaud, mais c'est pas très grave. En fait, c'est pas 2 degrés de plus au bord de la mer. C'est 2 à 3 degrés en plus à l'échelle de la planète. Si ça augmente de 2 à 3 degrés, c'est autour de 5 à 6 degrés en France, l'augmentation. Peut-être même plus, parce que ce sont juste des prévisions. Donc ça peut être beaucoup plus que ça. Et puis, au-delà de ce changement de température, c'est l'échelle de temps qui est très différente. Il faut des milliers d'années pour que ça arrive. Là, on va le vivre sur 100 ans. Et c'est pour ça que tous les grands spécialistes en climatologie, en changement climatique, disent qu'on n'est pas capable de dire ce qui va se passer. Parce que c'est impossible. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a des catastrophes beaucoup plus nombreuses et imprévisibles, parce qu'au lieu de se faire en 3000 ans, ça se fait en 100 ans, et ça a un impact très très rapide. Donc si vous deviez retenir quelque chose d'important, c'est ce chiffre-là. Et vous rappelez que si le climat change de 2 à 3 degrés à l'échelle de la planète, c'est énorme et c'est pour ça qu'il faut essayer tous de faire attention à ça et d'œuvrer pour que ce soit le minimum possible. Pour finir, si vous passez par le musée de l'Homme un de ces jours, n'hésitez pas à venir le visiter. C'est un très beau musée, il a été rénové il y a quelques années déjà, mais c'est quand même un endroit très beau et unique dans sa manière de présenter toute l'histoire de l'humanité. Et puis par ailleurs, j'ai écrit pas mal d'ouvrages. Vous avez vu les dessins que j'ai utilisés dans 33 idées reçues sur la préhistoire et qui sont assez amusants. J'ai créé un site internet il suffit de taper mon nom.fr et vous le trouverez. Dessus, j'ai mis beaucoup d'informations sur la préhistoire. En fait, peu importe ce que vous allez voir dessus, mais il est surtout cherché par des gens qui tapent des phrases, des mots-clés de la préhistoire et qui tombent dans ces pages où j'ai mis des informations parce que je voulais qu'il y ait des informations précises pour éviter qu'on se retrouve sur des choses où on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui est scientifique ou pas. Par exemple, Wikipédia donne beaucoup d'informations, mais pas toujours tout à fait juste. Il y a une page de Wikipédia où mes travaux sur Homo erectus sont cités, mais où ce qu'il raconte est faux. J'ai voulu corriger la page de Wikipédia qui cite Antoine Bazot, et on m'a dit que ce n'était pas possible, parce que la personne qui avait écrit cette phrase-là avait 150 000 étoiles sur Wikipédia. J'ai eu beau dire que j'étais Antoine Bazot, et que je savais bien ce que j'avais écrit, ça n'a pas suffi pour que je corrige Wikipédia. C'est une limite de cette connaissance mutualisée qui est mise sur Internet. C'est utile, ça, on l'utilise tous, Wikipédia, pour trouver des infos, mais justement, il faut savoir qu'on ne va pas trouver l'information la plus précise et la plus juste possible par ce biais-là, et qu'il faut regarder plusieurs sources pour avoir une meilleure information. J'ai écrit plein de bouquins différents, et puis si jamais vous passez en région parisienne, nous avons créé un escape game qui s'appelle le mystère marcelin Darwin, qui traite d'évolution, de préhistoire et de changement climatique, et c'est donc un moyen très chouette de s'amuser, de découvrir de manière beaucoup plus amusante plein d'informations sur ce qu'on peut faire pour essayer de sauver un peu la planète. Je vous remercie. Avez-vous quelques questions? Est-ce qu'il y a à boire après? Non, c'est pas ça. Il fait chaud, hein? Oui, je vous écoute. Quand vous parlez des différentes espèces humaines qui vivent à un même moment, ça veut dire que c'est des espèces qui ne pouvaient pas se reproduire entre elles? C'est une excellente question. En fait, la définition des espèces, c'est vrai qu'on la prend comme ça, de manière un peu simplifiée, mais ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Parce qu'on connaît plein d'espèces vivantes aujourd'hui qui peuvent parfois faire des petits ensembles. L'ours blanc et le grizzly, ils peuvent faire des petits ensembles. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Parce que, en fait, ces groupes-là sont séparés depuis pas très longtemps d'un point de vue évolutif, ont des manières et des modes de vie différents,
Biologiquement, quand ils se retrouvent, parfois ils peuvent se reproduire, mais ça ne marche pas toujours très bien. Certaines espèces, il y a 2 primates qui sont séparés depuis 20 millions d'années en Afrique. Je ne me souviens plus le nom des 2 espèces, mais ça fait 20 millions d'années qu'elles sont séparées d'un point de vue évolutif. Quand ils se retrouvent maintenant, leur niche écologique se sont complètement transformées, la forêt a été détruite, etc. Ils se recouvrent, ils peuvent se reproduire complètement ensemble alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout et ils font des petits qui vivent sans aucun problème. Parce que leurs gènes ne se sont pas transformés suffisamment au cours du temps pour que ça cause trop de problèmes. Tout ça pour dire que cette définition très simple de l'espèce, elle ne marche déjà pas dans la nature aujourd'hui. Et si on regarde pour les espèces humaines du passé, globalement, elles ne se reproduisaient pas entre elles, sauf quelques exceptions. On sait qu'on a quelques gènes de néandertaliens en nous, parce qu'à certains moments, les néandertaliens se sont hybridés avec des homo sapiens. Mais il ne faut pas le voir justement comme le fait que ce serait la même espèce, puisque c'est resté exceptionnel, et qu'on a même plein de données qui nous montrent que ça ne fonctionnait pas bien, et qu'ils n'arrivaient pas à avoir beaucoup d'enfants après, et que les gènes étaient éliminés très vite. Donc on a quelques traces de passage de gènes entre ces espèces humaines récentes, mais on a la certitude que leur biologie et leurs gènes montrent que c'était quand même des espèces différentes. Mais ils se croisaient du coup, ils se croisaient des... Oui, et ça c'est un des grands mystères. Vous vous rappelez la carte que j'ai montrée avec les zones, les hexagones qui montrent le nombre de sites archéologiques qu'on a? C'est un des gros problèmes qu'on a même pour les périodes récentes. Il y a 50 à 100 000 ans, on sait qu'il y avait une demi-douzaine d'espèces humaines différentes sur Terre. Certaines ne croisaient pas les autres. L'homme de Flores ou de Luzon, qui étaient sur des îles probablement assez isolées, on n'a pas de traces qu'ils ont croisé d'autres espèces pour le moment, on l'aura peut-être un jour, mais bon, eux ils sont un peu à part. Mais Homo erectus, Sapiens, Néandertal et les Denisoviens, ils habitaient à peu près ensemble une grande partie de l'Asie. Mais on a tellement peu de points et tellement peu d'informations qu'on n'est pas capable de savoir exactement où était qui et quand exactement et quand ils se sont croisés. On a la preuve qu'il y a eu des passages de gènes à certains moments, dans certaines régions, mais on n'a pas assez d'informations. Donc on essaye de progresser. Une limite aussi, c'est que pour savoir où est une espèce humaine, jusque-là, il fallait trouver des restes humains assez identifiables pour savoir quelle espèce était présente. On a fait des progrès aujourd'hui, on arrive à partir des sédiments à extraire aussi de l'ADN, qui ne nous donne pas tout le génome complet et toutes les informations sur l'individu, mais qui permet de dire qu'il est possible qu'à ce moment-là, des humains préhistoriques aient laissé des traces biologiques. Vous imaginez quelles traces biologiques peuvent laisser des humains dans un site et dans les sédiments, et savoir quelle espèce c'était. Ça commence à bien marcher dans certaines régions d'Europe. On peut savoir qu'un néandertalien fait pipi ici, ou qu'un homo sapiens avait fait pipi là, par exemple. Et bien, si on arrive à appliquer ça un peu plus en Asie centrale, ça peut être très utile, parce que ça nous permettra de mieux comprendre la carte de répartition de ces espèces et exactement comment ils ont cohabité, comment ils se sont répartis ce monde-là. Et c'est vrai que c'est un mystère dans les choses qui sont difficiles à imaginer. Aujourd'hui, penser que 4 espèces humaines se croisaient, parfois, nous on voit des humains aujourd'hui, on a l'impression qu'on est très différents. Biologiquement, culturellement on l'est. Biologiquement on a l'impression, on l'est très peu par rapport aux différences qu'il y avait entre ces humains-là à cette époque-là. Et on n'a aucune idée de quelle était leur culture, mais ça devait être tellement incroyable de croiser des humains aussi différents que ça. C'est difficile de l'imaginer. Actuellement, il n'y a qu'une seule espèce. Oui. Il est inimaginable qu'un jour, il y ait une autre espèce. En science, on ne peut jamais dire non. Mais sur la base de nombre que nous sommes, la répartition que nous avons, en fait, une espèce peut apparaître au fil du temps par isolement. Si un petit groupe emmène qu'une partie des gènes, se retrouve dans un contexte particulier, il va y avoir une sélection et au bout de quelques dizaines de milliers d'années peut apparaître un groupe un peu différent. C'est comme ça qu'apparaît une espèce. C'est pas vraiment une succession, c'est une sorte de scission en fait. Un petit groupe part dans son coin et fait autre chose de différent. C'est comme ça qu'il peut y avoir des apparitions d'espèces différentes. Là, ça paraît peu probable. Enfin, on peut avoir des images de scénarios qui pourraient arriver sur Terre à l'avenir qui pourraient amener à de l'isolement, etc. Mais bon, c'est pas trop à souhaiter. D'après ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du Néandertal en nous? Complètement. Complètement, mais on a aussi plein d'autres choses différentes. Et puis, c'est une question d'échelle aussi. Par exemple, on a 50% de nos gènes qui sont communs avec la banane. Ah, il y a de la banane en nous. Eh oui, vous avez de la banane en vous.
Non, et les fameux 3% de gènes des néandertaliens, ce qui est étonnant, c'est qu'on est commun à plus de 99,8% génétiquement avec un néandertalien. Et pourtant, on dit en même temps qu'on a récupéré 3% de gènes des néandertaliens. Ça paraît étrange, comment on a pu avoir 3% de quelqu'un dont on est différent que de 0,1%. En fait, c'est 3% qui étaient aussi communs à 99,9% qui nous ont refilé. Les différences étaient très faibles, et puis il y a un petit bout qui est passé de chez eux à chez nous, 3%, mais 3% qui étaient quasiment les mêmes quand même. Donc, c'est compliqué la génétique, et on a beaucoup de choses en commun avec beaucoup d'êtres vivants. On est à 98% génétiquement similaires à un chimpanzé. On voit bien qu'il y a des différences entre eux et nous. Pardon. Ouais, j'avais cru comprendre que ces derniers temps, on disait que plutôt que la distinction des espèces, il y a plutôt l'idée que finalement on pouvait peut-être les regrouper sous une même espèce. C'est plutôt cette tendance-là ou non, c'est vraiment il y a une distinction d'espèces bien précise? Il y a des chercheurs qui disent ça, ouais. Mais c'est un peu aussi une manière d'avancer de la science où il y a des hypothèses, des manières de penser qui existent et puis qui sont abandonnées pendant un moment, puis qui reviennent, puis qui sont à nouveau abandonnées, etc. Et là, cette idée, cette discussion sur plein d'espèces ou peu d'espèces, ça fait 200 ans qu'on l'a et qu'il y a des discussions sans fin. D'autres ne seraient pas d'accord avec moi. Là, quand même, si on est objectif d'un point de vue anatomique, si on prend des restes de néandertaliens, d'Homo erectus, d'Homo sapiens, les différences, elles sont énormes. Elles sont bien plus importantes d'un point de vue forme que les différences que font les spécialistes des chevaux quand ils parlent de l'évolution des chevaux. Souvent, on entend dire qu'il y a beaucoup d'espèces chez les humains par rapport aux autres groupes, c'est pas vrai. Quand on étudie les carnivores, les chevaux, n'importe quoi, ils font des groupes sur des différences qui sont très faibles. Pourquoi pas, c'est pas une question de critique et c'est juste de contextualiser. Biologiquement, elles sont vraiment super nettes. Et la paléogénétique nous a montré qu'il y avait des choses communes génétiquement, qu'il y avait eu des moments où il y avait eu des passages de gènes, mais surtout, ça nous montre qu'avec très peu de gènes, même une séquence qui n'est pas complète, on est capable de dire quelle espèce c'est pour un fossile qui a 100 000 ans. Parce qu'il y a des différences notables et constantes. Donc c'est plutôt un soutien, un support au fait que génétiquement aussi, on a des espèces différentes. Et si on compare la biologie et la génétique de groupes proches dans le règne animal aujourd'hui, on est dans le même ordre de différence. Donc on peut ne pas être d'accord et dire pour nous, il n'y a qu'une seule espèce humaine. Par rapport aux faits scientifiques qu'on a, on est plutôt sur une tendance avec des espèces humaines différentes qui, de temps en temps, vraiment occasionnellement, sont échangées des gènes, comme ça arrive chez plein d'autres. Et j'avais une dernière question. Alors, des fois, on dit Homo sapiens sapiens ou Homo sapiens neanderthalensis ou Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est ça. La réponse, elle est du même ordre que celle d'avant, où je vous disais, il y a des cycles et des périodes. Homo sapiens sapiens, c'est depuis 150 ans, depuis les années 1850 même, quand on a commencé à réfléchir à l'homme de Néandertal. Il a été publié au début comme Homo neanderthalensis. À la fin du 19e siècle, on n'a aucune idée de l'ancienneté de ces humains-là, et on n'a aucune idée de ce que pourrait être une espèce humaine. Pour les humains de la fin du 19e siècle, il y a les humains, il y a le règne animal autour, il y a des choses, on commence à faire de la science, on fait de la science très bien depuis des siècles, hein, mais déjà, mettre l'humain dans l'animal, c'est compliqué. Et quand on parle des néandertaliens, bah, c'est vu comme une sorte de forme humaine proche des humains, mais dans le passé, qui serait un peu archaïque, comme ils imaginent que y a des peuples humains qui sont plus ou moins importants et plus ou moins forts que d'autres. C'est presque un racisme préhistorique, comme ils faisaient un racisme colonial. Ce qui fait que ce Homo neanderthalensis, pendant très longtemps, ils ne savent pas quoi en faire. Et régulièrement est revenue l'idée que ça pourrait être la même espèce que nous. Et donc est apparue l'idée d'Homo sapiens neanderthalensis et d'Homo sapiens sapiens. Avec des pics et des redescentes. Objectivement, honnêtement, maintenant qu'on a toutes ces données biologiques et génétiques, et puis on voit bien qu'il y a des différences très nettes. L'échelle de différence fait que c'est logique de les appeler de noms d'espèces différents. Et puis par ailleurs, en biologie, quand on fait des sous-espèces, c'est pour des raisons qui ne correspondent pas du tout à ce cas particulier-là. Donc on a vraiment plein de bonnes raisons de ne plus dire Homo sapiens sapiens.
Est-ce que les opposants... Je vais laisser... Oui, il y a un enfant qui a une question. Oui. Est-ce que certaines espèces d'humains avaient la voix, par exemple, plus grave ou plus aiguë que d'autres? Excellente question. Eh bien, oui, et en plus on le sait. Alors la voix, c'est pas sûr, mais on a réussi à reconstituer les capacités d'audition des humains préhistoriques, la manière d'entendre. Parce qu'à l'intérieur de notre os temporal, là, il y a 3 petits os, les 3 plus petits os du corps humain. Ils sont tellement petits, ils sont millimétriques, on les voit à peine, qui sont les uns à côté des autres, qui propagent les sons vers l'intérieur et les transforment en messages électriques. Notre cerveau n'entend pas des sons, il reçoit des messages électriques. Et toute cette chaîne à l'intérieur de l'oreille, elle a une forme qui est différente en fonction du type de son qu'on peut entendre. Et pour certains humains, on a pu reconstituer, et on s'est rendu compte que chez les paranthropes, des humains très anciens, très costauds, qui ressemblaient aux australopithèques, a priori, ils étaient capables d'entendre des fréquences plutôt graves qui portaient très très loin. Donc probablement qu'ils étaient capables de les émettre, et c'était pratique dans des endroits de forêt, parce que c'était des sons qui se propageaient beaucoup mieux dans la forêt, et donc ils pouvaient entendre sûrement plus loin dans les forêts. Oui. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'individus sur Terre. Est-ce qu'on a une idée au début de l'évolution, avec quelle population ça s'est passé? Oui, on a quelques idées, des chiffres, des propositions. En fait, il y a toujours une difficulté, c'est de projeter notre perception d'aujourd'hui sur le passé. La démographie, on est des milliards, mais on n'était que 2 milliards il y a 100 ans, et puis 1 milliard 50 ans avant, etc. Si on remonte au temps des Romains, on n'est plus que quelques dizaines de millions, ce qui fait qu'aux centaines de millions. Au temps des humains préhistoriques, on estime que c'est des centaines de milliers à quelques millions d'individus sur toute la Terre. Ça nous paraît ridicule, ça fait une grande ville, une ville moyenne française, mais le problème c'est que le biais il est tellement gigantesque aujourd'hui, presque toutes les périodes historiques, il y avait peu d'humains sur Terre. Donc c'est vraiment très faible, ça nous paraît ridicule, mais... C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup d'ossements... Aussi, bien sûr. Ouais. Vous n'y arriverez pas. Non, c'est juste pour savoir si les opposants à la théorie de Darwin sont un vrai problème en France. En France, non. En France, c'est vraiment anecdotique. Par rapport à d'autres pays, oui. Oui, vraiment, parce que l'évolution est vraiment... Et puis on a une perception, une connaissance, une culture scientifique qui est différente aussi en France. Ça n'empêche pas d'avoir des idées, une croyance, des religions, hein, de penser qu'il... Voilà, mais justement, ça peut être complémentaire de la compréhension de l'évolution et de la transformation, tout en pensant que quelque chose d'autre a pu jouer un rôle là-dedans. Donc en France, c'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait des réactions épidermiques comme il peut y en avoir dans certains pays où parfois c'est très très fort. Aux États-Unis, ils demandent, il y a certains endroits où à l'école ils ne parlent plus de l'évolution, ou alors ils enseignent la création au même titre que l'évolution. Ce qui est un problème. Là je ne veux pas parler des choix individuels, etc., mais c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du même ordre. On a quand même beaucoup de faits scientifiques qui nous montrent que l'évolution explique beaucoup de choses dans ce qui est autour de nous. Moi, ce que je voulais demander, c'était, il n'y a jamais sur les cartes, il n'y a jamais justement Amérique, et donc en Amérique, on n'a jamais rien trouvé. Si, mais c'est très récent. Alors, je ne pouvais pas tout raconter non plus, déjà là, il y en avait quand même beaucoup. Le peuplement de l'Amérique, remarquez, c'est une histoire qui est rigolote aussi. Pour les archéologues américains, tout commence il y a à peu près 15 000 ans, parce qu'ils ont trouvé beaucoup de sites en Amérique du Nord, au Canada et puis au Mexique, d'une industrie qu'ils appellent l'industrie de Clovis, qui a 15 à 11 000 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites comme ça. Et donc pendant très longtemps, ils avaient ces sites-là, et depuis, ils ont dit peuplement d'Amérique, 15 000 ans. Depuis, il y a des sites plus anciens qui sont trouvés, et jusqu'à maintenant, ça commence à s'effacer. Ils disaient non, c'est pas vrai. Ah, si, au Canada, au Brésil, des sites à 30 000 ans, il y en a. Non, c'est pas vrai. Les premiers Américains, c'est le peuple de Clovis. Et donc, on a des sites à plus de 30 000 ans en Amérique, maintenant en Amérique du Nord, et il commence à être d'accord avec ça, puisqu'il les trouve aussi en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ce qui est quand même très ancien, c'est presque en même temps que l'Europe, et on n'est pas encore bien certain de la manière de passer vers l'Amérique. Mais il y a peu de sites aussi,
Donc ça limite, c'est encore compliqué de bien savoir ça. J'avais une deuxième question. Allez-y. Quand on est professeur des écoles, est-ce que c'est bien raisonnable encore d'enseigner la préhistoire? Parce que dans les manuels, il y a plein de bêtises finalement. Et alors il faut vraiment prendre des gants à chaque fois qu'on parle de préhistoire à des enfants. Pour l'enseignement primaire, je connais moins. J'ai vu que les programmes au collège et au lycée sont beaucoup changés, et même la manière d'enseigner a pas mal changé. Et là, j'ai vu que l'an prochain, au lycée, allait rentrer de la formation à l'esprit critique, ce qui est une excellente nouvelle. Et tout ce qui est histoire de l'évolution, ça a vraiment, au moins au collège, lycée, ça a beaucoup changé. L'approche est différente. C'est important d'enseigner à tous les niveaux parce que c'est une première image et c'est vrai que... Bon. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, en tant qu'enseignant, se mettre au bout du jour, enfin quand même se former, quoi, être au bout du jour pour éviter de dire des bêtises. Sur la préhistoire, on en dit tous. Moi aussi, il y a sûrement des choses où je suis moins spécialisé et peut-être que quelqu'un maîtrisant bien aurait pu dire que quelque chose pourrait être un raccourci énorme. Voilà. Mais si on prépare bien, a priori, on peut dire des choses justes et intéressantes. Et puis, il faut rester prudent. Et puis... Oui, voilà. Vas-y, Pauline. Oui. J'ai pas tout saisi tout à l'heure quand vous avez parlé de, il y a 20 000 ans, le groupe humain en Europe. Je ne sais pas très bien écouter peut-être. Hein, mais... Non, c'est que j'ai fait vite. En fait, pour tous les fossiles humains pour lesquels on a de l'ADN avant 20 000 ans, on voit qu'ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique de l'humanité d'aujourd'hui. Avant 20 000 ans. Ouais. Ils sont éteints. Ils ont été remplacés par d'autres après. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver demain un fossile à 22 000 ans qui aurait un lien avec, mais pour le moment, tous ceux qu'on a trouvés ont une diversité génétique qui ne correspond pas à la diversité génétique de l'humanité. On trouve quand même des ossements, on trouve des traces quand même continues de présence d'hommes. Continue, oui, mais qui correspondent aussi à des mouvements qu'on n'a pas tous totalement compris encore, dans le sens où on ne sait pas d'où ils viennent, de qui ils descendent, et voilà. Et donc tous ceux qui sont bien avant 20 000 ans, et ceux à 40 000, 50, etc., pour le moment, à chaque fois qu'on a de l'ADN, on est certain qu'ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique, que les allèles particuliers ou les choses particulières qu'ils ont ne se retrouvent pas chez l'humanité d'aujourd'hui, donc ils n'ont pas contribué au patrimoine génétique de l'humanité d'aujourd'hui. Mais on est, pour les périodes justement autour de 20 000 et après, on est encore qu'au balbutiement de notre compréhension de comment ils sont déplacés et de qui ils étaient biologiquement. On voit des cultures dans la fabrication, dans les objets, mais biologiquement, on ne connaît rien encore. Du coup, les gènes de Néandertal qui proviennent, enfin, qui ont été transférés quand même dans les... Parce qu'ils sont repassés par l'Afrique et par des peuples qui sont restés vers le Proche-Orient aussi. Et parce qu'ils ils sont partagés dans toute l'humanité, et parce que ces 3% sont en fait, même si on a régulièrement un article qui dit on a un gène de néandertalien qui est positif pour la Covid, qui nous aide pour ça, ou qui n'est pas bon pour les rhumatismes et tout, on a eu droit à tout là, ces derniers temps. En fait, la majorité de ce qui a été transmis, c'est dans les parties qui ne servent à rien, qui sont non codantes, donc qui ont été conservées aussi pour cette raison-là. Ouais, moi j'avais une question qui est peut-être un peu compliquée, mais vous avez parlé de... Je peux toujours dire je ne sais pas. Non, oui, tout à fait. Ouais, moi je m'autorise à le dire régulièrement, il n'y a pas de souci. Non, par rapport, vous avez parlé de Flores et de Luçon, je crois que ce sont deux îles. Vous avez parlé il y a 700 000 ans. Parce que moi je m'intéresse à la question des navigations en fait. Et apparemment, Luçon et Flores ont toujours été des îles. Alors je me dis, qu'est-ce qui pousse des gens il y a des débats sur leur capacité. Est-ce que ce sont des navigations intentionnelles pour aller sur ces îles il y a 700 000 ans?
J'ai donné la réponse avant d'avoir la question. Ah ouais, peut-être. Mais non, en fait, je ne sais pas parce qu'on n'a aucune trace archéologique et personne n'en sait rien. Et il y a des discussions autour de ça. Au départ, quand les humains de Flores ont été trouvés, dans les propositions, il y avait l'idée qu'ils avaient été pris dans un tsunami. C'était un groupe qui avait été soulevé aussi dans une tempête et qui était retombé sur l'île. Et un gars défendait vraiment ça. Stupide, et puis même s'ils sont capables de survivre à ça, quand même costaud les gars. Et puis il y avait aussi la blague, c'était, pareil je ne vais pas le nommer, un collègue, mais il y a des animaux qui traversent très bien des grands bras marins, par exemple des éléphants, il y en a partout. À Flores, il y a des éléphants, enfin des stégodons ou des formes d'éléphants. Et ils traversent en nageant. Et donc ils disaient, bah non, ils n'ont pas fait des bateaux, les mecs de Flores, ils sont passés à d'autres stégodons. Techniquement, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Créer un truc qui flotte ou arriver à domestiquer des stégodons pour aller en groupe à travers un bras de mer, je sais pas. Donc voilà, en fait c'est ça, ils y sont arrivés, il n'y a pas de discussion. Le moyen, coup de vent, construire un petit bateau, un rafio, à d'autres stégodons, on a plein de possibilités. Plus de questions? Eh bien, merci à vous. Merci.